Un constat, un combat. Dans un monde où une information en chasse une autre, de crise en crise, toujours ramenant le présent, bienvenue dans la zone libre pour prendre un peu de hauteur. Dans une société de plus en plus dysfonctionnelle confinant à la dystopie, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, les grandes fourberies de l'histoire, épisode spécial sur Adolphe Thiers. Bonsoir Sébastien, Bonsoir. comment vas-tu? Très bien. Voilà, donc c'est un épisode que j'avais prévu. Cette série avait commencé sur des événements. J'avais fait un épisode spécial avec Talleyrand et là j'ai eu quelques empêchements pour enchaîner fin du printemps, début de l'été, mais là pour la rentrée, j'avais pensé faire justement un autre portrait, de prendre après avoir fait le portrait de l'homme le plus détesté, le plus controversé de la Révolution, j'ai été prendre celui de l'homme le plus détesté, politique, le plus controversé et détesté du 19e siècle. On peut dire même d'un certain, mis à part le côté amusant de parler d'individus parfois qui font pas l'unanimité, il y a aussi le fait que peut-être que, et pour cela je m'appuie sur un bouquin d'un historien américain, Stephen Sawyer, qui s'appelle Adolphe Thiers, La contingence et le pouvoir, qu'on trouvait aux éditions Armand Collin, qui fait quand même de ce personnage, outre le fait que c'est un personnage justement qui ne fait pas partie du panthéon des grands hommes au 19e siècle, et on verra pourquoi, enfin tout le monde sait pourquoi, mais on va revenir dessus. C'est quand même quelqu'un qui, par sa longévité, a en fait modelé pour longtemps, peut-être même jusqu'à nos jours, la vie politique française et la pratique de la politique française. Ah oui, rien que ça. Pour le meilleur et peut-être bien pour le pire. Eh oui. C'est quand même, c'est un ouvrage récent ou pas C'est un ouvrage récent, était sorti en 2018, il me semble. Ah oui, tout de même. Il doit être bien d'actualité, du coup, bien renseigné sur les avancées. Enfin, s'il y en a. En fait, l'avancée, l'homme et le personnage public est archi connu. C'est surtout l'angle qui a été choisi qui m'a interpellé. D'accord. Du coup, ces petites présentations étant faites, je te propose de nous présenter un petit peu le contexte historique duquel il est issu et dans lequel il va évoluer éventuellement. Bon, alors j'ai pris un début du contexte historique, ça va être la Restauration, et j'ai appelé ça Charles X face au fils de la Révolution. On dirait un DLC du dernier Metal Gear Solid, mais en fait, bon, c'était beaucoup moins épique que ça. Quoique, pour ceux qui l'ont vécu, c'était épique. Bon, trêve de bêtises. Le contexte, c'est la Restauration et l'impasse politique qui commence à se faire sentir, non pas au règne du premier de l'avant-dernier Bourbon, Louis XVIII, qui avait une certaine prudence, une certaine matoiserie et qui savait composer avec les forces politiques de ce pays qu'il avait eu l'intelligence d'admettre qu'il ne connaissait plus. Vraiment, en 1924, c'est son frère Charles X qui lui succède, et on va dire que même les portraits les plus charitables ne le décrivent pas comme un grand intellectuel. Il a des tas de qualités, c'est un mécène, dans le privé un brave type, un grand chasseur, vrai aristocrate, mais il est borné, il est extrêmement borné, et surtout, comme disait Napoléon, rien appris, rien oublié. Il a été le champion des ultras, et une fois sur le trône, il rompt avec la prudence de son frère, et il va s'engager dans une politique
qui va à rebours de l'opinion libérale bourgeoise, et il va entamer avec cette opinion libérale bourgeoise une lutte symbolique sur les symboles et sur la politique qu'il va au final perdre. Donc c'est un... alors, on a tendance à, loin un peu des simplifications du roman national, Charles X avait quand même quelques raisons de croire en sa cause. Il s'appuyait sur le contentement de la France rurale, qui représente quand même l'écrasante majorité à l'époque de la population, d'une situation économique favorable. La France se remet des années de l'épopée napoléonienne qui a été fort coûteuse. Il mène une politique extérieure de prestige et qui fait consensus, que ce soit des libéraux ou conservateurs. C'est sous lui, n'est-ce pas, qu'il y a l'intervention dans la guerre civile espagnole, non? Oui, non, la guerre civile espagnole, ce sera Louis XVIII, il me semble. Ah, d'accord. Et en revanche, elle a été approuvée et largement par les ultras, et elle a été la fameuse croisade, comme disait Chateaubriand, des 100 000 fils de Saint-Louis. Donc ça, c'est soit qu'on ne va pas la traiter. Par contre, en parfaite continuité, ce qui est assez rigolo, c'est que Charles X aussi, c'est lui que se fait avoir valoir l'intervention française avec d'autres puissances en faveur des Grecs, et qui vont appuyer l'indépendance grecque, qui est l'indépendance de la Grèce, qui va être la grande cause des libéraux de l'époque, et des moins libéraux d'ailleurs. Parce que pour les uns, c'est libérer des frères chrétiens d'un oppresseur musulman, et pour d'autres, c'est porter la liberté. Notamment, la frontière entre les libéraux et les conservateurs sur ce plan-là est assez inexistante. Et au final, ça va être aussi des tentatives, mais moins heureuses, de tenter d'amender l'ordre du Congrès de Vienne, qui est quand même assez défavorable à la France, puisque la France est pour ainsi dire mise sous surveillance par l'Angleterre, la Prusse, l'Autriche et la Russie, mais en jouant sur justement les appétits et les ambitions opposées de ces puissances. Mais là, ça ne va beaucoup moins marcher. Et aussi, c'est cette politique de prestige qui va, et de faire en sorte que la France regagne ses sous, qui va mener à l'intervention d'Alger, qui sera qui va commencer l'intervention sur l'expédition d'Alger. Ouais, c'est en 1830 en plus. Ouais, voilà. Et elle aura lieu d'ailleurs, elle continuera alors que après la chute du régime. Et pourtant, si de l'extérieur, et de ce point de vue, le tableau ne paraît pas si sombre pour les Bourbons, le résultat est pourtant qu'il va se propulser lui et sa maison, et ça définitivement, sur les voies de garage de l'histoire, en ne prenant pas en compte la France la plus élémentaire de l'histoire. Le renouvellement des générations, tout simplement, le temps qui passe. Parce que durant ces années 20, 1820, une nouvelle génération va commencer à monter à Paris, littéralement d'ailleurs, et s'imposer et faire le siège du pouvoir. Ce sont des hommes des hommes nouveaux, et des hommes, pas parce que forcément ils ne sont pas issus de l'aristocratie, certains le sont, mais ce sont des hommes qui n'ont tout simplement jamais connu l'Ancien Régime. Ils n'ont connu que la Révolution et l'Empire. Ils ont été instruits dans les lycées de Napoléon. C'est beaucoup de provinciaux par rapport à l'ancienne élite politique? C'est toujours des provinciaux. Il y a un renouvellement constant. Paris, c'est un mouroir. Pour les riches, c'est un pied-à-terre. Et pour le peuple, de toute façon, on s'en fout. Mais le renouvellement est constant. L'ascenseur est constant. Ça, c'est pas un problème. C'était le cas avant, sous l'Ancien Régime. Ça le sera après. Donc ces hommes nouveaux n'ont pour aucun attachement à l'Ancien Régime. Pour eux, c'est un objet historique. Ils sont donc, on peut les considérer comme des libéraux, et ils n'ont pas ce syndrome du survivant qui a marqué les générations précédentes. Ils n'ont pas de complexe.
et ils vont s'opposer assez frontalement aux velléités royales et vont faire l'opinion publique par voie de presse et dans les salons, et largement contribuer au climat agité et de plus en plus agité qui va marquer les dernières années du règne de Charles X. Et parmi eux, Adolphe Thiers, qui est né à Marseille, donc pur provincial, d'extraction très modeste, et même très modeste, né en 1797, il va se distinguer par sa virulence et son ambition. Quand la révolution éclate, donc il va y jouer un rôle certain. Il n'a que 33 ans, mais les portes du pouvoir sont déjà grandes ouvertes. Il est quasiment sûr d'être ministre. Ah oui. Et oui. Donc voilà pour le contexte immédiat de l'entrée en scène dans la vie publique d'Adolphe Thiers. Qu'est-ce qu'il va faire en fait, comment il va faire pour s'assurer presque de devenir ministre? Il est déjà un peu connu à l'époque Eh il a bien, une base populaire? Eh ben, en fait, si on veut avoir une idée de la carrière de Thiers, il suffit d'ouvrir un roman de Balzac. C'est vraiment un personnage balzacien. D'ailleurs, on dit qu'il a largement inspiré le personnage de Rastignac et probablement d'autres. À 24 ans, il est licencié. Il a coché un peu toutes les cases qu'il faut pour commencer dans la politique quand vous n'avez pas de fortune personnelle. Vous faites du droit, vous êtes licencié du Prenet, vous apprenez ainsi à parler et à écrire. Donc, il faut avoir c'est aussi un métier qui vous donne le temps de faire des productions intellectuelles en vous faisant bien déjà vous connaître dans des académies locales. En attendant de monter à Paris, et on se fait des lettres de recommandation et on entre dans les réseaux libéraux. C'est comme ça qu'il commence. Il entre à Paris, il n'a que 100 francs de l'époque en poche. Grosso modo, c'est 450 €. Ah oui, non, mais il a vraiment commencé petit. Hein. C'est un peu juste, ouais. Il entre le 25 septembre, il arrive à Paris le 25 septembre 1821, le 24 octobre, soit un mois après, il entre au journal Le Constitutionnel, qui est un peu le navire amiral de la presse d'opposition libérale, qui est sous la propriété et sous la protection d'un banquier très puissant et très respecté par tous les bords, mais qui est ouvertement libéral, qui s'appelle Jacques Laffitte. D'ailleurs, qui a donné son nom à Maison Laffitte, une commune des Hauts-de-Seine, de la Petite Couronne, parce que c'était sur son domaine, il a fini par, on a vendu des parts, on a fini par faire des lotissements qui sont devenus une commune. C'est une sorte de Vincent Bolloré, mais libéral. Ça, ouais. Mais c'est le constitutionnel qui représente l'opposition libérale. C'est libéral ou les chartistes, je crois que c'est ça, ceux qui étaient pour l'application de la charte constitutionnelle, ou c'est vraiment des libéraux? Alors, ce sont pas les libéraux les plus virulents. Je vais pouvoir enseigner avec. Mais il y a quand même de toute façon, la politique de Charles X pousse à la radicalisation, puisqu'il ne respecte pas la charte. Il joue avec les limites, et à la fin, c'est d'ailleurs le déclenchement de la révolution de 1830, il se décide de s'asseoir dessus avec ses ordonnances. Mais revenons déjà plus tard, en fait, et dans les derniers mois de la leçon, parce qu'il est devenu de plus en sa plume se fait de plus en plus acérée, de plus en plus agressive, un peu trop pour le constitutionnel. Il va quitter le constitutionnel pour le National, un journal ouvertement anti-Bourbon. Et il va devoir, parfois en ayant des stratégies assez amusantes, où en fait il écrit des articles relativement modérés dans le National, mais va écrire des trucs beaucoup plus virulents dans des périodiques étrangers.
mais ça n'empêchera pas à la fin la saisie du national. Par donc le climat est assez tendu tout de même entre le pouvoir et l'opposition libérale qui est en fait aussi l'opinion des bourgeois en fait et de la grande bourgeoisie et de la moyenne et grande bourgeoisie. La saisie du national, c'est la deuxième image, c'est ça? Ouais. D'accord. Donc avec. Est-ce D'ailleurs, qu'on le voit tiers sur cette image? C'est celui qui a des lunettes? Ah bah c'est le petit bonhomme avec des lunettes, oui. D'accord. Au beau milieu, ouais. Ouais, qui est au centre. Donc même quand c'était pas des photos, même sur une gravure, il arrivait à être au milieu. De toute façon, c'est un personnage qui est assez facilement à reconnaître. Il fait à peu près il fait à peine 1m50. Ah ouais. Il est tout petit, hein. Il a des petites lunettes rondes, confondant. Il a toujours une espèce de houppe, donc pour un caricaturiste, c'est un vrai plaisir. Ouais. Une caricature et caricaturiste, quoi. Alors, pour le volet professionnel, c'est ça, c'est le volet professionnel de son ascension sociale. Donc, être journaliste, ça ouvre des portes et ça permet d'avoir des revenus. Mais en fait, il va construire son ascension sociale aussi sur la fréquentation des salons. Les salons qui connaissent sous la Restauration une sorte de renouveau, notamment les salons libéraux, avec par exemple le parrainage d'un Talleyrand, par exemple. Donc cette forme de sociabilité héritée du XVIIIe siècle va lui permettre de gagner en visibilité, gagner des contacts, gagner des informations. C'est pas plus mal quand on est journaliste, de se faire des amis comme Charles de Rémusat, qui est un aristocrate mais libéral. Et il se fait connaître et remarquer de gens aussi importants que Talleyrand. Et il arrive à faire bonne impression. Ce qui est assez amusant parce que comme c'est quand même c'est un Marseillais, donc il a un certain, bon, je sais pas s'il avait un accent particulièrement marqué, mais en tout cas il était assez brut de décoffrage. C'est un type qui parle, il a une voix assez désagréable. Il parle, il n'a pas été élevé dans le sérail, donc, mais il a compris en fait le secret, c'est que la seule chose qui tue en fait dans ce milieu, c'est pas le ridicule, c'est la peur du ridicule. Donc en fait, donc il est sur tous les sujets, il parle de tout et il se démultiplie en fait. Si on était au 21e siècle, on dirait qu'il serait quand même, il serait sur tous les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Ce serait Florent Philippot, en fait. Ouais, mais il est pas le seul. Ils font tous ça. Surtout pour tu vois, la jeune génération, ils le font tous. Donc, c'est dans ces salons en fait qu'il voit en fait les vrais rapports de force et où il va justement devenir de plus en plus virulent envers les Bourbons parce qu'il voit dans ces salons que en fait le pouvoir de la dynastie est quand même plus que fragile et qu'elle s'isole de gens aussi puissants, de gens extrêmement puissants. Donc c'est en janvier 1930 qu'il va quitter le constitutionnel pour le national et qu'il va attaquer franchement la dynastie. Donc, on est à la veille de la chute de la dynastie. Hein. Donc il a quand même un sens de. Il y a une chose qui ne lui perdra pas, c'est qu'il a un sens du timing. Hein. Est-ce qu'il sentirait pas les moments de bascule historique Oui, d'ailleurs, sinon il n'aurait pas eu une telle longévité, c'est qu'il il sait quand est-ce que ça change en fait. C'est d'ailleurs c'était aussi une qualité de Talleyrand ou d'autres et de ceux en fait qui ont survécu à la période Révolution et Empire, qui ont réussi à la traverser. Il sent quand le pouvoir se vide de sa substance et passe dans d'autres mains en fait. Il y a eu aussi un autre front qui à la fois va lui permettre de résoudre son problème d'argent et aussi accroître encore
Sa notoriété et sa crédibilité, c'est de se bâtir une œuvre intellectuelle. C'est un truc qui, quelque part, est encore de nos jours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un politique qui ne fait pas un bouquin. Bon, c'est pas eux qui les écrivent. Mais à l'époque, on était un peu plus exigeant, en fait, quand on voulait avoir une œuvre littéraire. Je ne sais pas de raconter sa vie. Donc, il va se bâtir une œuvre littéraire qui va lui donner la gravitas et l'aisance financière nécessaire pour une carrière politique. Parce qu'aujourd'hui, comme hier, la politique, ça coûte cher. Et il a choisi un sujet parfait aussi. Là aussi, mais ça aussi, ça le touchait aussi personnellement, c'est l'histoire, la Révolution. Il va se faire l'historien de la Révolution. Et en 10 volumes, pour un total de 850 000 exemplaires vendus, il va publier entre 1823 et 1827. Donc, vous voyez que c'est quand même quelqu'un encore de très jeune. Une œuvre assez conséquente qui va à la fois le rendre riche, avec les droits d'auteur et les ventes, il va devenir millionnaire en francs de l'époque. Et il va gagner en crédibilité et être considéré comme un intellectuel respectable. 800 000 exemplaires vendus. 850 000 au cumul, en fait. Mais ça a été un énorme succès de Ça librairie. reste un très gros succès quand même. C'est colossal. Si tu veux, c'est comme s'il était devenu prendre le Alain Decaux ou de l'époque, quoi. Donc en fait, en vulgarisant, en faisant une œuvre sur l'histoire de la Révolution. Outre le fait qu'elle est, pour les standards de l'époque, assez sérieuse, bon, c'est complètement dépassé aujourd'hui, on est bien d'accord. C'est très malin de sa part parce qu'elle répond à une demande du public cultivé, une histoire de la Révolution qui ne soit pas, et des gens de sa génération, c'est-à-dire une histoire de la Révolution qui ne soit pas un témoignage, qui soit dénué de jugement moral et qui soit un peu plus distancié. Un peu plus distancié. C'est une aspiration qu'il comprend parfaitement parce qu'à travers lui, et comme il a eu un autre ami qui a fait lui aussi l'histoire de la Révolution, qui lui était historien universitaire, qui s'appelait Mignet, c'est sa génération qui s'empare de sa propre histoire, en fait. Et c'est une facette importante de ce changement, de ce passage de témoin et d'une génération à l'autre et de sa prise de pouvoir. Ça lui permet aussi d'entrer à l'Académie française en 1833. Ah oui, Oui, jeune oui. en plus, hein. Ouais, donc ah oui, il a pas le temps, lui. C'est un homme, c'est vraiment, tu vois, c'est la figure, c'est l'archétype prototype de l'homme pressé. Ah ouais, mais plus tu montes vite, plus la chute est brutale, hein. Non, pas pour lui. En théorie. Le truc, c'est que contrairement au personnage du Rouge et Noir, il s'est pas trompé de camp. En parlant justement de Froufrou, il a aussi réussi un coup particulier. Il se trouve une maîtresse. Dans les salons, il fréquente certaines personnes très influentes, dont sa future maîtresse, une femme mariée, Madame Donne, qui devient Dosne, dont il épousera la fille de 15 ans en 1833 à 36 ans. Oh. Ils se sont un peu foutus de sa gueule sur le. Il y a eu quelques. Ça a un peu chambré, on va dire, à l'époque, mais ça passe. Et la maîtresse qui refourgue sa fille. Est-ce que ça ne te rappelle pas un autre roman? Non, je vois pas. Belle Amie de Maupassant, pareil. Mais à une époque, mais plutôt fin du 19e siècle. Mais honnêtement, si Maupassant s'en est pas inspiré, ou alors il faudrait que je vérifie si c'est un move qui a ce point commun pour faire une carrière politique. Mais avoir une maîtresse qui peut t'entretenir ou surtout te filer ses contacts, j'ose imaginer que c'est quand même fréquent quand elle est dans Longue à l'époque. Ouais. Et par contre, épouser sa fille, c'est déjà un peu plus exotique comme. Pour renforcer les liens, voilà. pour avoir des excuses pour se voir. D'ailleurs, son ancien hôtel qui est à rue dans le 9e arrondissement, près du métro station Saint-Georges à Paris, c'est l'hôtel de la famille Donne. Ah oui, lui, il n'a pas d'hôtel particulier. Alors,
Le secret de la réussite, prenez des notes. Moi, je m'en fous, j'ai 40 ans, c'est trop tard. Mais pour ceux qui en veulent encore, levez à 5 heures tous les matins, bande de feignasses. Vous bossez travaux à domicile le matin. Bon, après, métier de journaliste. L'après-midi au journal, la soirée au salon, tous les jours. Et les voltairiens, le jour du Seigneur, ça n'existe pas pour lui. Donc, l'ascension sociale donc, est devenue même un sujet de roman. Baudelaire s'en inspirait pour faire Rastignac. Et c'est même et Rastignac devient même une expression pour désigner un jeune ambitieux. Ouais, c'est rentré un peu dans le, bon, pas dans le vocabulaire commun, mais presque. C'est dire que là, en fait, et là où je dis que Pierre est peut-être le prototype du politicien français de l'époque de l'ère moderne, c'est que avant, il n'y avait pas la Restauration, tente de refaire difficilement, de remettre le pouvoir L'aristocratie. à l'aristocratie, pouvoir qu'elle met 20 ans à perdre, le temps qu'une nouvelle génération se lève en fait. Là, en l'occurrence, vu que la naissance n'est plus vraiment un problème et qu'en fait le jeu est beaucoup plus ouvert, eh bien Thiers montre le chemin en fait à tout un. En fait, il va être l'un des premiers de ceux qui vont faire de la politique leur métier, véritablement. Voilà, exactement. Et à la suite donc des Bourbons, les libéraux se rassemblent d'ailleurs Louis-Philippe d'Orléans, donc chef de la maison d'Orléans, qui prend le pouvoir et accepte le titre de roi des Français et le drapeau tricolore, etc. Et à ce moment-là, Thiers est en première ligne pour devenir devenir ministre. Donc voilà comment réussir dans la vie quand on a des ambitions au 19e siècle. Ouais, donc c'est grâce à son influence dans le journal, à ses relations, fréquentations au salon et entre autres, on imagine aussi à sa maîtresse, qu'il est si bien placé au moment de la bascule de la Révolution de Juillet. Ouais, et il y a aussi quand même une certaine puissance de travail, c'est-à-dire ils le font tous plus ou moins, mais lui, il va très loin dans c'est son appétit, son ambition qui le démarque peut-être plus des autres. Alors, avant d'aller dans la partie purement chronologique, donc de son parcours politique, j'aimerais faire une pause dans la chronologie pour aborder ses idées politiques. Est-ce qu'il en avait? Eh bien, est-ce qu'il en avait? C'est une question complexe parce que là aussi, il inaugure une nouvelle époque. Thiers, on pourrait le dire, est anti-formaliste. Pour les gens qui sont un peu plus âgés que lui, comme par exemple Guizot, qui a 10 ans de plus que lui aussi, qui sera la grande figure une des grandes figures de la monarchie de Juillet. C'est un homme qui n'aime pas les systèmes qui sont l'esprit de système, qui sont hérités des philosophes du siècle précédent. Pour lui, les systèmes c'est très joli, mais confronté au réel, ça marche pas très bien. Et en fait, il s'est toujours défini avant tout comme un praticien que comme un penseur. Il a écrit autant il a écrit sur, c'est un auteur puisqu'il a écrit sur une œuvre assez prolifique sur la Révolution, mais sur son œuvre d'historien, mais il s'est jamais défini comme un penseur politique. Il n'a pas théorisé sa pensée politique. Un peu à l'image de Talleyrand, en fait, c'est plus un homme qui croit en l'adaptabilité. Vraiment, c'est pas un idéologue, un doctrinaire. Oui, en fait, à la différence de, justement, tu fais bien de dire le titre doctrinaire parce que c'est précisément le nom de on parle de parti parce qu'il n'y a pas de parti, mais plutôt de coterie, de gens qui se regroupent selon des affinités, des liens personnels et des convictions, des affinités idéologiques, mais ça ne forme pas à proprement un parti politique moderne. Et parmi eux, parmi les coteries de la monarchie juive, il y avait les doctrinaires.
et dont Guizot était chef de file. Et ces gens-là, et Thiers va, dans la deuxième partie de sa carrière politique sur la monarchie, va s'opposer à eux. Parce que précisément, il considère comme très dangereux le fait de s'enfermer dans une sorte de système et de croire qu'on a la recette, et ça va marcher quoi qu'il arrive. C'est un peu le problème parce que, certes, et de toute façon, c'est toujours indissociable. Chez Thiers, il y a le flair, il y a la vista, il y a l'opportunisme, l'ambition personnelle, toujours. C'est ça qui va faire que sa carrière va survivre à 1848, donc à la chute de la monarchie de Juillet, tandis que celle de Guizot, qui est devenu l'âme damnée de Louis-Philippe, va s'achever. Pour lui, en fait, il y a un problème plus profond que ça. C'est pas juste de l'opportunisme, c'est que on ne peut pas vouloir ancrer dans une légitimité intemporelle, sacrée entre guillemets, un régime libéral. C'est un contresens. En fait, certes, le régime libéral, il a été un peu porté par le mouvement de l'histoire. La société l'a voulu et il est advenu. Et là, justement, le régime précédent est tombé parce qu'il s'est opposé un peu aux forces vives. On dirait pas la société civile, on dirait la société civile aujourd'hui. La société civile, c'est pas nous, hein, c'est les gens qui comptent. On va remarquer. Qui pèsent. Et ce mouvement, en fait, il va pas s'arrêter. Donc il a été classé parmi le parti du mouvement, en fait, sous la monarchie. C'est ceux qui pensaient qu'il fallait adapter et amender au fur et à c'est pas des progressistes, hein, c'est pas des révolutionnaires, surtout pas, mais il faut être capable de s'adapter en fait au changement, tandis que les doctrinaires se sont figés dans l'immobilisme. En ce sens-là, alors, j'allais dire, ce sont de vrais libéraux, mais les libéraux, c'est pas forcément ça. On va dire, c'est un peu les progressistes de l'époque, dans le sens où non, il faut être prêt à s'adapter. Non, le progressiste, non. En fait, lui se voit vraiment plus comme un pur praticien de la politique. C'est-à-dire qu'on l'a traité de Machiavel, de Machiavel, l'élu des disciples de Machiavel, et il a été, oui, et alors il a toujours assumé cet aspect cynique, en fait, et pratique. Pour lui, en fait, il est vain, en fait, de vouloir faire correspondre la politique doit tenir compte, celui qui pratique la science politique doit tenir compte du mouvement, mais il ne doit pas essayer et pas tenter de faire de correspondre la réalité à une construction intellectuelle, aussi séduisante soit-elle. Mmh. En cela, il n'est pas un conservateur, ni un homme de cinéma, mais en fait, les progressistes aussi sont des intellectuels et des idéalistes, parce qu'en fait, eux, ils veulent aller au-devant, ils veulent mener le mouvement, en fait. Oui, non, ce que j'entendais moi par progressiste, c'est pas tant, chercher le progrès et aller à son devant justement, mais à s'y adapter, à ne pas forcément chercher à y résister. Non. C'est plutôt ça que j'entendais. Non, dans le sens, sinon, il est absolument pas progressiste et il se méfie autant des doctrinaires que des gens qui veulent devancer et le mouvement. Pour lui, en fait, c'est une pure affaire de contingence. Si ça gueule, si les gens sont pas contents, il faut essayer de savoir pourquoi ils sont pas contents. Ah, il faut élargir le sens, et on va élargir le sens. Et C'est un c'est pas, mais pragmatique c'est du extrême. pragmatisme, c'est-à-dire, et ça va faire, parce que sinon, ça veut dire qu'on va se couper de gens qui ne veulent que rallier le régime, qui ne demandent pas mieux que d'être satisfaits du régime. Il faut satisfaire la demande des gens, mais sans avoir la prétention de les guider. Il est autant opposé aux progressistes qu'aux conservateurs. Au sens, c'est vraiment c'est pour ça qu'il fait horreur à tous les gens qui ont des idées, en fait, tous les idéalistes, parce que c'est la créature du marais, ce type. En fait, il est ni pour ni contre, bien au contraire. Ça ne veut pas dire que c'est contrairement au prototype à l'archétype, pardon, du politicien du marais, prêt à tout et bon à rien et dénué de conviction, mais il est dans le pragmatisme pur.
si on veut, ce qui fait que son libéralisme est quand même assez particulier. D'ailleurs, s'ils se déclarent libéraux sur le plan politique, en fait, ça ne se vérifie pas absolument pas dans l'économie. Il a aussi par défiance envers les systèmes. Il se méfie des théories économiques venues de britanniques, en fait. Pour lui, ce sont des idées fausses qui extrapolent des lois à partir de la situation très particulière du Royaume-Uni, qui est en fait en situation de domination. C'est d'une clairvoyance. Pour lui, en fait, nous on a oublié ça, mais en fait, parce qu'on a une vision extrêmement simplifiée, mais pour les gens de l'époque, c'était pas un problème. En Allemagne, dans le monde germanique, tu avais Friedrich List. Et tu vois que les penseurs continentaux sur l'économie, en fait, ont des positions relativement proches et qui s'opposent parce qu'ils ont quelque chose en commun, c'est qu'ils ils sont dans une situation d'infériorité par rapport à l'Angleterre qui a un marché le Royaume-Uni qui a un marché national unifié, une flotte toute puissante et qui peut aller où elle veut quand elle veut et qui a aussi une certaine avance dans le premier 19e siècle, comme on l'appelle la première partie du 19e siècle. Ils ont quand même une forte avance sur l'industrie, quoi. Oui. Donc, c'est facile de prôner l'ouverture, le libre-échange quand tu es toi-même en situation de domination. Exact. Donc en fait, techniquement, sur le plan de la politique extérieure, en fait, Thiers est un essayiste bourgeois, tout simplement. Que ce soit ses positions sur le protectionnisme, et que sur ses positions sur la politique étrangère, quand il sera aux affaires sous la monarchie juillet, il aura une attitude révisionniste vis-à-vis de la situation de l'Europe du Congrès de Vienne. Donc quitte à aller au clash au Royaume-Uni, qui était quand même de très loin avec sa marine, sa marine de guerre, la première puissance. En fait, il y a un truc qui revient assez souvent dans ses discours et dans ses écrits, c'est la nécessité. En fait, toute son action, toutes ses prises de position, il met ça sous le signe de l'empire de la nécessité, dont il est le grand interprète, si tu me permets ce jeu de mots. Donc la nécessité veut il est nécessaire ça va le servir que ce soit pour le massacre les scandales, le massacre de la rue Transnonain, l'écrasement de la commune, c'était nécessaire. Il faut savoir quand même que rien n'est gratuit, dans son ouvrage sur la Révolution, il a une attitude relativement compréhensive vis-à-vis des leaders révolutionnaires, y compris pendant la Terreur, y compris Robespierre. Donc il est absolument pas dans la légende du mec qui buvait du sang, qui se faisait des vestes en peau humaine. C'est quand même des trucs qui circulaient à l'époque. La légende de Robespierre, ils ont quand même été loin dans la légende noire. C'est Dracula. Voilà, des trucs complètement dingues. Et en fait, pour eux, l'édition des révolutionnaires sont cruelles, mais elles s'expliquent, que ce soit sur le plan extrême, sur le plan économique, ou sur le plan politique ou de la répression, mais ils sont dans le contexte de la terreur, c'est-à-dire avec une guerre civile, une guerre à l'étranger, et la monnaie qui s'effondre à toute vitesse, avec les assignats. Donc, après, ça veut dire que l'historien Thiers a absous par avance le ministre Thiers. Ah non, mais tout était. Ah oui, non, aucun problème. Ce mec n'a jamais eu le moindre remords pour quoi qu'il ait fait. La raison d'État est suprême. La nécessité. Ouais. Qu'en est-il? Donc la répression des ouvriers, la colonisation, qui était pourtant ne faisait pas totalement l'unanimité sur la conquête de l'Algérie, sur la brutalité dont a fait preuve l'armée française pendant la conquête, parce que ça a été vraiment une sale guerre, sur le fait de savoir est-ce que tout ça était bien raisonnable. Voilà, l'abandon des régimes, il n'a jamais eu le moindre scrupule à abandonner un régime, y compris ceux qu'il a portés sur les fonds baptismaux. Et finalement, il a fondé la Troisième République. C'est un pur animal politique, un pragmatique absolu,
et un opportuniste, un utilitariste, avec une pensée de lutte, une pensée utilitariste et il n'a jamais reculé devant la brutalité. Donc oui, ce n'est pas le personnage le plus sympathique de l'histoire de France. Mais si Mais on ne le connaît pas, en fait, on ne comprend pas l'histoire de France. il n'est pas, enfin, il n'inspire pas spécialement la sympathie, mais il inspire quand même, enfin au moins à certains, j'ose imaginer, quand même une forme d'admiration. Le gars a réussi à manœuvrer pour bien se positionner, et puis il a même si justement il n'a pas d'idée, enfin il n'a pas d'idée concrète, mais sa philosophie politique plutôt que ses idées politiques euh, sont bah, d'une d'une raisonnabilité, ça doit pas se dire, mais Non, et en fait, assez importante. il est complètement anti-philosophe. Pour lui, les philosophes, bien gentil. Pour moi, c'est un truc du passé, ça n'existe plus. Il est pour ça qu'il a choisi un peu l'histoire. Lui, tu lui parles droit, tu lui parles histoire, tu lui parles, tu peux lui parler économie aussi. Il n'y a pas de souci, mais la philosophie, pour lui, c'est un truc du passé où on mélangeait un peu tout parce qu'on n'était pas assez avancé pour savoir que il y avait des domaines de connaissances bien précis. Donc la philosophie, il se considérait pas comme du tout comme dans cette frange-là. Alors qu'au contraire, un Guizot, par exemple, était quelqu'un qu'on pouvait qualifier de philosophe. Même s'il était, c'était un. Donc, mais le problème, c'est que les philosophes en politique ont tendance à manquer à échouer assez lamentablement. Il a coulé avec Ouais. les navires, il a coulé avec le navire, pas tiers. Mais du coup, vu qu'on a fait un peu le tour de ces idées avec ça, si on reprenait le fil de l'histoire, on s'est laissé du coup à l'avènement de la monarchie de Juillet. Qu'est-ce qu'il va faire pendant la monarchie de Juillet? Alors, ça va être très contrasté parce qu'il aura été tour à tour au pouvoir et à l'opposition. Alors, pour aller vite, mais alors très très vite, hein, dans la première temps, il va être une figure du nouveau régime. Il va d'ailleurs inaugurer en fait une pratique de la politique qui n'était pas même quitter le gouvernement, revenir sur le banc de l'Assemblée et revenir sur l'Assemblée, ça. Et là, en fait, c'est ça, c'est une pratique en fait moderne, si tu veux, mis à part qu'il n'y a pas de parti politique, à la différence d'aujourd'hui. Avant, un ministre était un serviteur du rouet et qui était ministre et qui le restait tout le temps jusqu'à ce qu'il soit disgracié ou que le roi casse sa pipe et qu'il parte avec. Ou parfois même, il survivait au ministre. Là, non, en fait, un ministère, c'est une occupation relativement brève finalement. Et et il y a une volonté vraiment de ne pas s'en tenir à une fonction afin de garder une certaine liberté, pouvoir encore, comme à l'époque où il fréquentait les salons, pour pouvoir se mêler de tout en fait. Donc en fait, quand il revient sur le banc, voilà, il n'est pas juste le ministre il est une figure. Le produit, c'est pas être ministre, c'est être tiers. Voilà. Peu importe qu'on soit après ministre, président de chambre, etc., ou ce que tu veux. Alors, donc, on va simplifier ce parcours assez complexe et on va garder en fait. Oui, parce qu'en fait, l'idée, c'est que pour lui, la politique, c'est une affaire de généralistes. On n'est pas des spécialistes. Un responsable politique, c'est un généraliste qui fait appel à des spécialistes. Donc, c'est un peu ça, le guide de son action politique. Le fil rouge de sa carrière politique sous la monarchie de Juillet. Donc, pour retenir les points plus saillants de cette carrière politique, à cette époque, il va être 2 fois ministre de l'Intérieur en 32 et en 34. Et il va être la figure, en fait, l'homme fort du régime, son défenseur et un défenseur prêt à pas mal de brutalité, qui avait commencé à se faire bien haïr par
par des pans entiers de la population. Au cours de ses mandats, il a écrasé des troubles à Paris. L'écrasement de la seconde révolte des Canuts à Lyon, c'est lui. C'est pas mal. Voilà. Un bon ministre de l'Intérieur. Bon, après, l'époque était différente. Et moins connu, c'est qu'il y a eu un complot royaliste, le complot de la duchesse du Berry, qui a été étouffé dans l'œuf et qui consistait plus ou moins à redémarrer une insurrection en Vendée. Donc, oui, ça. Ce qui va lui valoir d'être relativement... bon, c'était moins sérieux quand même. On notera bien que pendant l'écrasement de la révolte des Canuts, qui vont surprendre totalement les autorités locales et contrôler Lyon pendant un bref instant, il va mettre en place une tactique qui consiste, qu'on reverra plus tard, c'est qu'il va faire évacuer la ville et la reprendre avec une armée. Et la reprendre entièrement et détruire tout le monde. Donc, il ne s'agit pas de lutter pour avoir le contrôle des rues, il s'agit de partir, de laisser les insurgés se répandre dans la rue pour mieux les écraser après. Parce qu'ils voudront défendre des... Et en fait, c'est exactement ce qui se passera pendant la Commune. Donc, voilà, ça c'est le tiers âme damnée de Louis-Philippe, mais et très bizarrement, alors qu'en tant que ministre de l'Intérieur, il était l'implacable bras armé de la monarchie de Juillet, alors qu'il va monter à obtenir de plus hautes fonctions, c'est-à-dire Premier ministre, il va l'être en 36 et en 40, et ben là, ça va très mal se passer avec le roi Louis-Philippe. Ouais, il s'entendait pas avec lui. Il s'entendait pas avec lui pour une raison, c'est qu'en fait, c'est là où en fait on voit que libéraux est un mot valise qui fait entrer énormément de gens qui ont des pensées, qui ont des convictions différentes, voire carrément opposées. Louis-Philippe, c'est un peu le loup qui a fait l'agneau pendant les Trois Glorieuses, donc la Révolution de 1830. C'est passé pour un grand libéral. Mon cul. Louis-Philippe est un aristocrate français à 100%, héritier de la maison d'Orléans, donc c'est un capet et certes, il est plus intelligent et plus fin que Charles X. Bon, la barre est pas très haute, mais le gros problème, c'est que en fait, beaucoup de libéraux, dont Thiers, conçoivent, on va faire comme les Anglais, on va faire une monarchie à l'anglaise. Le roi règne mais ne gouverne point. La Chambre, un Parlement responsable devant la Chambre. Ah non, une Chambre, pardon, mais qu'est-ce que je raconte? Un gouvernement responsable devant la Chambre, une Chambre des pairs qui fait office de chambre haute et qui va faire un peu de circuit de refroidissement. En étant un peu comme il avait justifié justement que les pairs soient héréditaires, comme ça, ils sont pas la chose de l'exécutif. Donc l'hérédité, c'était libéral. Et il est très fort quand même. Ah oui, mais il est très fort. Hein. Fin de la parenthèse. Il est en fait... et en fait, il se voit que le roi gouverne en son cabinet et lui est un peu se retrouve qu'au roi de transmission entre le roi et la chambre. C'est pas du tout comme ça qu'il voit son rôle de premier ministre. Donc ça va mal se passer. Il y a aussi des différences de politique. C'est-à-dire qu'en fait, lui a une position assez nationaliste. Il veut réviser les positions du Congrès, le rapport de force issu du Congrès de Vienne, quitte à aller à risquer une guerre avec les Anglais. Et au cours d'une crise, je ne sais plus sur quelle, justement une crise internationale, il a été désavoué par le roi qui, lui, ne voulait absolument pas entrer en conflit ni de près ni de loin avec l'Angleterre. Bah donc oui. Il a été désavoué et c'est Guizot qui va être le Premier ministre à partir de 1840 jusqu'à la chute.
Et il est entré dans l'opposition en dénonçant un immobilisme, le refus d'élargir le corps électoral, etc. On peut penser que les premiers tiers et le deuxième tiers s'opposent. En vérité, pas tant que ça. Pour lui, en fait, si le régime est contesté par des forces dans la rue ou par des coups de force, il n'aura aucun problème à faire couler le sang. Mais ça n'empêche pas que, en fait, dans ses conceptions, il faut quand même que le jeu libéral se fasse sans entrave. Et que si on commence à mécontenter les bourgeois, même les petits bourgeois, en, il faut être ouvert à tout, quoi. Et élargir le corps électoral, pourquoi pas. Donc, c'est absolument pas un démocrate, hein, soyons d'accord. Hein. Mais l'idée, c'est que le dogmatisme de Guizot et de Guizot pour lui, a mené, il a vu venir en fait la chute du régime d'assez loin, en fait. Ouais, il a vu la pression qui montait et lui, il voulait justement l'évacuer. Oui, voilà. Et en fait, lui aussi n'était pas. Alors, par contre, il n'a pas été dans l'opposition, on va dire, la plus virulente. Il n'a pas fait partie de la campagne des banquiers. Il n'était pas aux côtés d'Odilon Barrot, c'est-à-dire l'opposant le plus. Ah, il était en froid avec le trône et la majorité, mais il n'a pas milité pour ça. En fait, il a pris pas mal de recul. Il en a profité pour publier son histoire du consulat et de l'empire. Bah oui, tout le monde lui demandait une suite. Il a écrit une suite. 1 million de volumes vendus. Donc, toujours plus riche. Non, non, mais il était. Ça fait que ça pose en fait un personnage. En fait, quelque part, tu vois, c'est pas quelqu'un dont tu peux, dans le contexte de l'époque, tu vois, tu peux te payer le luxe d'être dans l'opposition. On peut pas mettre un personnage comme lui en tôle. Ou, donc c'est bien difficile. Mais en fait, pour l'instant, on était entre gens bien, si tu veux, et là, avec la chute de la monarchie de Juillet, l'avènement d'une république, surtout le fait est que les revendications populaires, horreur, et l'avènement d'un nouveau type d'acteurs vont un peu mettre son flair à rude épreuve. Ouais. Du coup, il va changer de tactique, d'approche Non, il va se pour la Seconde planter. République. Ah, il Ah va ouais. miser sur le mauvais cheval. Ah, c'est qu'il va pas avoir le cheval du tout, en fait. L'idée, c'est que, en fait, il va se retrouver assez rapidement. Bah, la Seconde République a eu la Deuxième République a eu une vie assez brève et surtout très agitée. Et ça, c'est assez mal terminé. Et surtout, il va en fait très vite se retrouver face à Bonaparte. Et Bonaparte est quelqu'un qu'il ne va pas du tout voir venir, enfin, et ne pas comprendre à quel il va pas il va complètement sous-estimer et ça va lui et là pour le coup en fait là il se fait avoir parce que là maintenant Thiers est peut-être devenu un homme assez âgé et il est peut-être moins souple. Et il va faire une Papen ou Hindenburg avec Adolphe. C'est-à-dire, ils vont croire que c'est un bouffon Ouais, alors manipulable. après je suis pas sûr que Pas les mêmes conséquences. Mais... Napoléon III ne mérite peut-être pas Non. qui avait bien des défauts, ne mérite pas cette conversation, Absolument, mais cette comparaison. Alors, en question de point de vue. 48, Thiers n'a pas peur de la République. Il n'est pas anti-républicain. Dans sa correspondance, pas en public, mais dans sa correspondance privée, il y a déjà des textes où il dit qu'en fait la monarchie en France c'est une cause perdue parce que en fait les candidats potentiels sont trop cons. C'est qu'à un moment, si les Anglais sont arrivés au fait que le roi doit régner sans gouverner, c'est qu'il y a une raison. Sinon, ça marche pas. On peut plus régner sur un grand pays d'Europe comme civilisé, comme à l'époque, comme à la grande époque. Il faut et aller contre le sens de contre
l'opinion libérale, ça ne marche pas. Et en fait, bon, pour lui, la monarchie en France, bof, quoi. Ça semblait être la solution la plus évidente, mais si ça marche pas, bon, bah, parce que les candidats ne peuvent pas s'empêcher de se saborder eux-mêmes, bah, tant pis, hein. Mais il va quand même être une des têtes du parti de l'ordre, qui va se constituer très rapidement après l'effervescence révolutionnaire, qui va regrouper essentiellement tous les monarchistes et cléricaux de la province, de la France provinciale. Pourquoi? Parce qu'ils partagent quelque chose avec eux, la peur du péril social de l'ouvrier des villes. Ah oui. Bon, là, en fait, c'est là pour qu'on peut difficilement le qualifier de progressiste. C'est que pour lui, l'ouvrier doit être une force dangereuse, une classe dangereuse qui doit être contenue. Parce qu'elle n'est pas mal intégrée dans l'ordre social et que par conséquent, elle veut résoudre ses problèmes par la violence. Bon, évidemment, le fait est que les ouvriers sont eux-mêmes victimes de la terrible violence sociale de leurs conditions de travail absolument inhumaines, de leurs revenus très misérables. Ça lui passe au-dessus du cigare. Hein. Il reste un bourgeois après tout. Ah oui, c'est un bourgeois, et il n'y a pas pire bourgeois qu'un bourgeois qui est arrivé. Voilà. Donc, parce qu'il y a eu des bourgeois, justement, ça va être la genèse de la gauche, petite parenthèse, qui se sont justement, mais ça a commencé sous la monarchie de Juillet avec des enquêtes de docteurs, justement sous l'angle de l'hygiène, dans les conditions de vie terribles, qui étaient celles Les des ouvriers. ouvriers. C'est que leurs conditions de vie, c'est un problème de santé publique. Et que ça doit changer. On ne peut pas dire que ce soit dans cette veine-là que Thiers. En fait, si je parlais d'erreur, c'est que Thiers va commettre sa plus grande faute politique en soutenant le neveu d'eux à la présidence de la République. C'est pourtant le neveu d'eux ne fait absolument aucun mystère de ses ambitions, puisqu'il avait déjà essayé de tenter des actions subversives, il était exilé pendant une bonne partie de sa vie. Il a tenté de revenir plusieurs fois, il a été emprisonné plusieurs fois, s'est évadé plusieurs fois, en tentant de vouloir renverser le régime et de rétablir l'empire à son profit. Donc, pas vraiment. Ce qu'il a en tête est assez clair, mais Thiers s'auto-persuade qu'il peut le manipuler, parce qu'il pense vraiment que c'est un imbécile. Il y a des lettres et des déclarations qui sont assez dans le langage de l'époque, qui sont assez claires et sans ambiguïté. C'est un être absolument nul, comme il le dira plus tard. C'est un crétin qu'on mènera. Pourquoi? Parce qu'en fait, ayant grandi en dehors Napoléon III n'a pas, Louis-Napoléon, avant d'être Napoléon III, n'a pas eu un parcours classique. C'est un autodidacte, c'est pas un inculte, mais c'est un autodidacte, et il a été, enfin, pour faire court, il parle ni grec ni latin, par contre, il parle anglais, et anglais couramment. En fait, c'est quelqu'un donc il n'a pas les codes de la haute culture des classes supérieures françaises. Donc c'est pour ça qu'ils le prennent pour un idiot. Et surtout qu'il sous-estime totalement la popularité qu'il peut avoir dans cette France profonde, dont pourtant le parti de l'ordre se prétend être le bon berger. Donc, en fait, c'est assez. Alors, sa position va être un peu bizarre, c'est-à-dire qu'en fait, il va rallier le parti de l'ordre contre le péril social. Ça va arrêter, mais il va se rendre compte qu'en fait, les républicains peuvent aussi massacrer du Louvrier. Avec les émeutes de juillet, général Cavaignac, grand républicain, 5000 morts, 6000. Les ateliers nationaux, c'était compliqué aussi. Oui, c'était une situation qui était un peu explosive en fait. Ils ont promis un peu tous les grands romantiques, parce que c'était un régime qui a été fondé par des romantiques. Eh ben, on peut pas dire que ça a été un grand succès. On a un peu promis tout et n'importe quoi aux ouvriers,
et avec les ateliers nationaux, et à un moment, ça devenait, c'était pas jouable. Et après, il voit en fait la montée en puissance, donc c'est là qu'il prend réaliser que les républicains ne sont absolument pas des ennemis, et sont pas des qu'il y a des républicains qui sont des libéraux et des républicains bourgeois qui ont à peu près aucune différence de fond avec lui. Seulement, c'est déjà trop tard. Il voit venir le coup d'État, c'est assez évident, mais il peut rien faire. Après le coup d'État, donc, il va être condamné à l'exil. Mais attention, ça va pas durer longtemps, hein. Il va être levé en août 1852. Bon, ça Donc, va. ça va, hein. Mais il va très clairement, il va arrêter la vie politique pendant 11 ans. Ah oui. Bah, en fait, non, l'empire autoritaire, t'as pas de carrière politique si tu n'es pas dans les papiers de l'empereur, hein. Attention, il y a des élections, ben, sont truquées jusqu'au trognon, avec les candidats officiels, les préfets qui font casser la gueule aux opposants, hein. La France de Napoléon III à l'époque, c'est un peu un pays, ça fait peur pour ça, c'est pas loin de certains régimes latino-américains ou nord-africains, quoi. Élection truquée, je dirais élection régulée, avec des candidats du système et de la persuasion musclée contre les opposants. Voilà, c'est ça. Non, mais honnêtement, voilà, c'est un peu, voilà, on voit le genre. Donc, dans ce contexte-là, Thiers n'a absolument aucune envie ne peut pas ne peut pas rentrer dans le jeu, et il va beaucoup voyager, faire des projets continuer à publier faire certains projets d'écriture qui n'aboutiront pas forcément, être dans les salons, etc. Mais très clairement, c'est une longue traversée du désert qui va durer jusqu'aux élections de 1863, qui vont inaugurer la deuxième partie du régime bonapartiste qu'on va appeler l'Empire libéral. Et qui va marquer le début de la fin de l'Empire. Bon, en fait, le début, ouais, après, c'est pas la libéralisation qui a tué l'Empire, faut quand même pas déconner. 11 janvier 1864, il va prononcer un des rares trucs qui ne peut pas être, qui est à son crédit, quelle que soit votre tendance politique. Il prononce un discours sur les libertés nécessaires, sécurité du citoyen contre la violence individuelle et contre l'arbitraire du pouvoir, liberté mais non impunité de la presse, liberté électorale, liberté de la représentation nationale, l'opinion publique constatée par sa majorité doit diriger la marche du gouvernement. Donc en fait, c'est le discours des libertés nécessaires. Ça fait partie. Vous trouverez ça dans tous les manuels d'histoire. Pour autant qu'on enseigne encore l'histoire de nos jours. Il est le chef du tiers parti. Il s'impose très rapidement comme donc un leader politique. Au milieu, entre républicains de gauche et les bonapartistes à droite. Donc en fait, il est enfin centriste. Donc en fait, maintenant, c'est quelque part, c'est marrant, mais c'est ça, il est vraiment le parti des gens qui sont ni pour ni contre, qui veulent. Les gens raisonnables au centre qui peuvent sous-peser l'intérêt de chaque proposition. Et voilà. Il va s'opposer en fait, et non pas en critiquant l'existence même du régime, mais beaucoup sur la politique étrangère. Alors qu'il considère, non sans raison, brouillonne et dangereuse. L'expédition du Mexique, c'est de la connerie à l'état pur, pure chimère. Mais c'est vraiment là. Mais bon, ça, à la rigueur, c'est pas grave. C'est en Amérique, c'est pas vraiment. Voilà, c'est un peu aux marges du monde civilisé, si tu veux. Mais plus grave, c'est la politique européenne qui lui pose problème. Par exemple, Thiers va s'opposer au soutien à l'unification italienne. C'est pas qu'il a qu'il a rien contre les Italiens, qu'il a aucune nostalgie pour l'ordre européen, né du Congrès de Vienne. Il en a été, quand il était au pouvoir, il était même plusieurs fois démontré son hostilité. Mais il se demande bien si le neveu visualise bien par quoi ça sera remplacé.
Et ce qui arrive gros comme une maison, c'est l'arrivée de nouvelles puissances, avoir des voisins, des États de la taille de la France, avec les ambitions qui vont avec, et certaines revendications, pas mal de revendications, n'est pas forcément une bonne idée. Il voit surtout l'irrésistible ascension de l'ascension de la Prusse, Ouais, contre c'est de lequel là d'où vient le problème. il ne voit pas il voit bien le problème, mais la politique de Napoléon III vis-à-vis dans les affaires allemandes peut être qualifiée en étant très indulgent de maladroite. Donc on est en pleine collision avec la Prusse, et Thiers, qui a une longue voie très claire dans l'impréparation de l'armée française. Ah oui, lui, tu peux pas lui raconter de conneries. Enfin, c'est un moment, il connaissait pas quelqu'un qui peut connaître assez rapidement les dossiers. Il sait très bien que l'armée française, ok, elle a remporté quelques victoires contre des armées relativement faibles. Ouais, l'armée autrichienne, Bah, pas fou fou. l'armée autrichienne, le problème, c'est que entrer en guerre contre l'Autriche, sauf que l'Autriche est un des rares pays qui pourrait faire contrepoids contre la Prusse. Qu'à un Ouais, mais moment, elle va se faire casser les dents, pendant la guerre des frères. oui, ça doit. Donc le truc, c'est que très rapidement, la France devient complètement isolée. Et si une guerre se prépare dans les pires conditions. Autre chose qui est apportée à son crédit et qui ne peut pas lui être reprochée, c'est son opposition à l'entrée en guerre. Il y a un discours assez virulent où, en fait, l'entrée en guerre, en fait, aussi, c'est hallucinant de bêtises. Là, pour le coup, moi, je vois pas. Moi, petite parenthèse, moi, les défenseurs de Napoléon III, moi, je comprends pas. Honnêtement, moi, ça me dépasse. Parce que, certes, alors oui, son entourage, mais oui, mais c'est l'entourage qui l'a permis de s'entourer, qui a permis qu'il l'entoure. Hein. La gestion de la guerre va être une catastrophe, mais l'entrée en guerre, c'est une histoire qui avait un candidat Hohenzollern pour le trône d'Espagne, donc la France s'y opposait. Le roi de Prusse dit aucun problème, on retire le candidat. Et pour des histoires de forme qui ont été largement manipulées Bismarck. par Bismarck avec son télégramme, c'est la France qui déclare la guerre pour une question de forme, alors que le fond, c'est le fond du discours de Thiers, c'est ça, pour une question de forme, alors que le fond a été résolu, vous allez verser les torrents de sang, mais moi je participe pas à ça. Et en fait, il est quasiment tout seul. Tout le monde y va, parce que les républicains pensent Ça va mener à la chute du régime. que le régime, que plus le régime fait de bêtises, mieux c'est, et que après c'est pas que les républicains voulaient la défaite, c'est que disait le nationalisme bête assez aveugle est assez les problèmes c'est des républicains, c'est qu'ils ne maîtrisaient pas les questions militaires. Bah, pour quand Et ils même. ne voyaient pas que l'armée française n'est pas apte. Et pourtant, il y a eu des tentatives de réforme, mais qui vont échouer régulièrement à la fin de la période, à la fin de l'Empire. Tout ça, mais l'armée, elle a été taillée pour les conquêtes coloniales et l'écrasement et écraser l'opposition intérieure. Il n'y a pas de ces exploits en Russie ou en Italie. Déjà, elle n'hésitait pas seule, loin de là, et c'est pas ça qui va vous permettre de faire face efficacement à la Prusse et, faut pas les oublier, à tous les États allemands. Mm. Donc, mais revenons-en à Thiers. Le fait est qu'il a, s'est opposé à la guerre de façon très virulente. Le fait est qu'il est connu sur la scène européenne et que c'est un interlocuteur que c'est comme quelqu'un de crédible. C'est ce qui va lui permettre de s'imposer comme interlocuteur face aux Prussiens. Il n'est pas parce que entre les républiques après la chute très rapide et l'effondrement piteux du régime,
avec le désastre. À un moment, je vais faire une série sur les losers et je vais commencer par Napoléon III. Oh, Si. À un moment, faut. Les républicains ont tenté de lancer la guerre, de faire de la petite guerre. Le seul problème, c'est que leur l'époque a enthousiasme changé. et leur anticonformisme, le fait qu'ils ne pensent de façon anticonformiste et de faire des approches originales, ne change rien au fait qu'ils n'ont pas les moyens. En fait, il n'y a pas d'issue. Tous les scénarios, en fait, il n'y a pas moyen de. La guerre est ingagnable. Dans le meilleur des cas, et si les Prussiens se laissent faire, on peut obtenir une paix blanche. Mais après, combien de villages cramés et de gens fusillés pour lutter contre les partisans? Ouais. Donc en fait, sa volonté de négocier, le fait est que bon bah l'opinion veut négocier. Et je parle toujours l'opinion des gens dont l'opinion compte. Hein. Le peuple, on s'en fout, malheureusement. Le peuple parisien va pas tarder à s'en rendre compte. Ah, pour finir vite fait, je fais un petit retour en arrière et puis ensuite on passe à la suite. Pour la déclaration de guerre, entre autres à la Prusse, qui a enclenché l'entrée en guerre de tous les petits alliés allemands, c'était pas à Napoléon III de décider parce qu'il avait fait adopter sa nouvelle constitution et c'était au Parlement de voter l'entrée en guerre. Lui, il n'était pas particulièrement chaud, mais il lui restait que surtout le prestige international à sauvegarder et il pouvait pas vraiment s'y opposer. Si le Parlement Et décidait il la guerre, voulait la guerre parce qu'il voulait justement reprendre la main, disons qu'en se posant comme chef de guerre, puisque techniquement il est chef de guerre. Sauf que c'était un peu un all-in, si tu veux. oui, c'était un mauvais calcul, mais ce n'était pas lui qui avait toute la main sur l'affaire, c'est ça que je veux dire. C'est que le mot final revenait tout de même au Parlement et c'est le Parlement qui a choisi d'y aller. Certes, mais on peut dire qu'il a. Le fait de perdre la main, c'est aussi une responsabilité. Hein. Euh, Et donc, dans cette situation très compliquée qui est celle de la défaite de la guerre franco-prussienne ou franco-allemande, on arrive sur le sympathique épisode de la Commune de Paris, je crois. Oui, alors la Commune de Paris, ça va être. Je vais pas en faire beaucoup parce que déjà ça nous s'en ferait long et surtout que l'épisode est déjà quand même bien connu. Enfin, j'espère. C'est quand même assez. Certes, ça a été un épisode tragique avec. On parle quand même d'à peu près 20 000 morts. Mais il y a absolument rien de surprenant. C'est vraiment le côté tragédie, c'est que c'est couru d'avance. Si tu veux, c'est inévitable. C'est inévitable. Thiers n'a jamais hésité à faire couler le sang face à des insurgés. Jamais. En 34, il a fait appliquer le même plan, c'est-à-dire, on laisse la ville aux insurgés et on reprend tout avec une mais toute neuve. Et pour la petite histoire, c'est celui qui l'a préconisé à Louis-Philippe en 1848. Ah. Et ouais, en 1848, c'est Louis-Philippe qui est en train de perdre le pouvoir et le convoque pour lui demander de l'aide. Et Thiers lui dit évacuer la ville, ramener une ville des provinces, une armée de provinces venue des provinces qui ne fraternisera pas avec les Parisiens, et tirer dans le tas et reprenez la ville. Louis-Philippe, qui avait bien des défauts, mais qui n'était pas un sanguinaire, qui n'était pas a dit hop, pas question, et qui a préféré l'exil. Mais non mais une fois que tu mets Thiers aux commandes, tu sais qu'il n'y aura pas de négociation avec les ouvriers. C'est même pas un truc. Et là, en fait, c'est en fait là où Thiers perd un peu la bataille De la de l'histoire, postérité. parce que c'est ce qu'on retiendra de lui. Deux, tout le monde va se planquer derrière lui, parce que évidemment, bon, t'as les monarcho-catholico,
qui vont y voir le jugement de Dieu et la nouvelle croisade, la revanche de la Vendée. C'est pour ça qu'ils avaient quand même pris exprès des contingents de l'ouest de la France, qu'ils avaient chauffé à blanc en disant que souvenez-vous, machin. C'est les nouveaux sans-culottes, etc. Ils avaient également, mais tous les bons bourgeois libéraux à l'esprit fort, tous les gens un peu comme ce brave Flaubert, qui pourtant est très critique de la bourgeoisie, ont applaudi, toute l'opinion libérale bourgeoise a applaudi des deux pieds et de deux mains. Les républicains, ils ont regardé, bon, ils ont pas applaudi, mais ils ont regardé ailleurs. Bon, même Gambetta, Ouais. il a, je crois, salué l'action contre la Commune. Voilà, personne ne fait le moindre. S'il y a bien, tout le monde était d'accord en fait. C'est qu'après coup, C'est de la racaille rouge. l'ampleur du massacre et le fait est que ça va créer un vide politique. C'est qu'en fait, en 1871, dans la Commune, vont mourir en fait le sans-culottisme. C'est un mode d'expression politique populaire qui était propre à Paris et dans une moindre mesure aux grandes villes industrielles avec un centre industriel et qui va être définitivement rendu impossible. Si tu veux, c'est là que va peut-être se fonder la gauche moderne, qui va être influencée par les écrits d'un certain Karl Marx, qui d'ailleurs écrira beaucoup sur la Commune. Techniquement, la Commune, c'est peut-être la dernière tentative, qui se finit en échec, de Paris d'imposer par ses émotions populaires, pour utiliser un terme ancien, d'imposer au reste de la France ses envies. En fait, ils avaient réussi pour à peu près toutes les révolutions précédentes, mais là, cette fois-ci, ça marche pas. Bah, en fait, les révolutions parisiennes de 1830, de 1848, elles s'appuient sur le fait qu'il y a un échec du régime, mais que le régime, c'est pas Le régime abandonne. le régime abandonne. Il y a une solution politique qui est présentée très vite. Là, en fait, c'est qu'en fait, le régime est mort avant. C'est pas l'insurrection qui a eu raison du Second Empire. C'est déjà des républicains, c'est déjà en gestation, tu as déjà autre chose. Donc en fait, personne ne peut prendre le train en marche. L'insurrection est en retard par rapport au mouvement politique, à la configuration politique. Donc là, personne ne va tenter de les récupérer. Et donc, du coup, ils vont se faire massacrer. Voilà. Donc après ça, vu qu'on est passé quand même assez rapidement sur la Commune, quel rôle il va jouer pour la jeune Troisième République? Comment il va finir en fait sa carrière politique? Eh bien, ce grand massacre d'ouvriers va être un peu le grand sacrifice humain qui va permettre la fondation de la République. Un régime où tous les bourgeois, tous les notables vont pouvoir se retrouver. Après une bonne boucherie pareille, il est grand temps de fonder une république. Mais une république bourgeoise qui est très différente de la république éternelle, absolue et sacrée des premiers républicains, différente des romantiques de 1848, qui ont tous été chassés, qui ne font plus de politique pour ceux qui sont encore en vie. C'est un régime qui sait qu'il n'est pas absolument légitime et que sa légitimité ne peut pas l'être. Dans la modernité, il n'y a pas de légitimité absolue. Il peut y avoir un débat permanent et insoluble entre le légitime et l'illégitime. La gauche qui va naître après
après 1871, ne va pas pardonner. Elle sera largement anti-républicaine, cette gauche ouvrière. Elle existe encore, mais elle va déjà se refonder sur des bases nouvelles, donc avec non plus sur des traditions originales, mais faire en fait une synthèse avec les écrits de Marx. Et elle va d'ailleurs, elle se définit pas vraiment comme gauche pour l'instant. C'est un peu un anachronisme de dire ça. Elle va largement divorcer des républicains bourgeois qui vont fonder la République avec des orléanistes. Donc les gens qui sont qui ne croient plus en Orléans de toute façon, puisque pour les monarchistes ont décidé de faire la fusion des candidatures derrière le comte de Chambord. Mais en attendant, Thiers, par défaut, parce qu'il n'y a personne à part lui, parce que Gambetta, par sa volonté de poursuivre le combat, de ne pas signer les accords la paix avec les Prussiens, se fait éjecter. C'est donc Thiers qui va diriger la France jusqu'en 73 et imposer la paix à la République. Il va en 2 ans où il va imposer un style très présidentiel qui ne va pas perdurer en fait après lui, pour bien des raisons. Il va imposer des réformes assez importantes. La première étant la réforme de l'armée avec un service militaire obligatoire de 5 ans et la perte du droit de vote des militaires. Et ça va face. Ah oui, les militaires ne votent pas sous la Troisième République. Ah, c'est tu ne savais pas? Ah non, c'est spécial. Non, mais ça explique beaucoup de choses. Par exemple, le côté arche sacrée, société fermée qui communique très difficilement avec les politiques, ça va caractériser lourdement l'armée française et son rapport avec le reste de la nation. Même comment frustrer une partie entière de la population qui est importante, ne pas lui donner le droit de vote, alors que c'est elle qui doit défendre le pays. Non, mais l'idée, c'était que les militaires avaient, en raison du coup d'État, les militaires devaient être chassés de la politique. Donc en fait, tout en étant enfermés dans une sorte c'est un peu le syndrome de l'arche sacrée qui va montrer toutes ses limites pendant l'affaire Dreyfus. Beaucoup plus tard, c'est que voilà, nous sommes une sorte l'armée devient une sorte de caste de prétoriens qui pense en vase clos et est un peu coupé du champ politique. C'est pas le cas de tous les militaires, là je caricature un peu. Malheureusement, ce genre de tendance va un peu définir pour le meilleur et surtout et à la fin plutôt pour le pire la vie de la Troisième République. Attends, ça veut dire que c'est quand même assez marrant. C'est-à-dire que Philippe Pétain, quand il était ministre de la guerre, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le droit de vote. En théorie, ça veut dire ça. Écoute, ministre sans droit de vote. Écoute, sous le Front Pop, tu avais eu 2 femmes ministres, tu étais secrétaire d'État. Donc donc ah oui, autre chose, c'est plutôt une non-réforme, refus de l'impôt sur le revenu, qui sera accepté qu'en 1916 parce que la guerre et qui est aujourd'hui. Donc on va dire qu'il va poser les bases. L'impôt sur le revenu, ça va être un serpent de mer, notamment pour les radicaux et la Troisième République. Alors, et son dernier tour de cochon sera donc de rallier, alors que pendant son gouvernement, il était chef du gouvernement provisoire, mais il va petit à petit déjà s'attribuer le titre de président, et très progressivement, parce qu'il faut savoir quand même que la majorité, elle est quand même elle est conservatrice et elle est monarchiste. Après ce qui sort des premières élections. Et son dernier discours, ou en tant que son dernier coup d'éclat, ça va être de rallier publiquement la République, et qui va présenter non pas comme parce que c'est génial la République, non, c'est le choix de la raison et de la prudence, c'est ce qui nous divise c'est le régime qui nous divise le moins, c'est le choix de
c'est raisonnable, et en creux, il dit que, bon, franchement, de toute façon, la monarchie a eu sa chance en France. Elle en a même eu 3. Et du coup, il va se faire dégager. Les monarchistes se débarrassent de lui, Les MacMahon. mais non, même avant. Mais le sabordage du comte de Chambord, on peut se demander s'il avait vraiment envie d'y aller, en refusant le drapeau tricolore, etc. On se demande si le mec, en fait, il a aucune envie d'y aller, il a fait exprès, quoi. Non, c'était qu'une excuse. Hein. Il était juste dégonflé. L'idée, c'est que quelque part, eh bien, une fois encore, Thiers a raison, parce qu'en fait, dit que voilà, le marché est une cause perdue, et même en son sommet, parce qu'il a, il a, il a vu qu'en fait, si pendant la monarchie de Juillet, t'as pas pu faire une monarchie moderne et libérale, fonctionnelle, c'est trop tard, en fait, tout simplement. C'est lui le constat qu'il fait. Donc il va quitter la présidence de la République. Donc il est éjecté un peu en 1873, et il va mourir en 77 à l'âge de 80 ans. C'est pas trop mal. Pour l'époque, ouais. Et il a fait quoi du coup dans ces dernières années après la présidence il est toujours qu'à l'Académie française, tu sais, on y sort les pieds devant. Non, il s'est retiré, il commence à être fatigué, il fait quelques apparitions, mais clairement, c'est fini. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait, ça fait une carrière politique continue des années 33 à 22, à peu près 40 ans. Quoi. Si tu veux, si on va passer un peu à la postérité de ce personnage pour terminer, de son vivant, on peut dire que Thiers est un vainqueur. Il a enterré 4 régimes, il a fondé la République, il a eu raison contre les conservateurs, les orléanistes, les bonapartistes, les monarchistes. Il a été haï par tous les autres, particulièrement par le régime, par les légitimistes et par les ouvriers et par le mouvement ouvrier, mais ça n'a eu aucun impact sur sa carrière politique. Les ouvriers sont des citoyens de seconde zone, les légitimistes sont structurellement perdants en fait depuis la chute des Bourbons. En revanche, sur le plan de la mémoire et de la postérité, post-mortem, par contre, la défaite est totale. C'est ça le paradoxe. Ouais. Alors que la France, à la veille, en fait, dans ces dernières années, se couvrait de noms de places de rue, petit à petit, au fil des ans, après sa mort, va chercher des places, des avenues ou des rues tiers. Il n'y en a pas tant que ça, hein. Il y en a même très peu. Parce que, mine de rien, il porte en lui la mauvaise conscience de la République et de 20 000 morts quand même. Hein. C'est surtout que, en fait, contrairement à ce qu'il pensait, il n'en a pas fini avec le mouvement ouvrier, parce que 20 000 morts, c'est 20 000 martyrs. Et en fait, le combat, le mouvement est en fait permanent. Le jeu ne s'arrête jamais. Et pour les gens de bien qui ont du bien, comme il l'aurait dit, je ne sais pas si elle est apocryphe celle-là, des gens de bien, ce sont ceux qui ont du bien. Le personnage est quand même très encombrant. Et c'est ainsi que, bien qu'ayant fondé la première république durable en France, française, il est banni du Panthéon républicain. Je pense que pour lui, le Panthéon, c'est pas la peine. Il représente un peu le prototype. Tu l'as dit toi-même pendant ton exposé. Il est l'un des premiers véritables politiques ou politiciens, qu'importe le terme qu'on utilise. Et de ce fait,
il est une personnification de ce qu'il y a de meilleur, mais surtout ce qu'il y a de pire dans les yeux des gens, enfin pour les yeux des gens, dans justement ce métier, Ouais. cette identité. C'est ça. Et la France, elle aime quand même on a besoin de, ouais, c'est pas propre à la France, on a besoin de héros. Et les disciples de Machiavel ne font pas des héros. Ah non, non. Quand on prône le réalisme froid et qu'on montre une ambition décomplexée, sans phare, sans artifice, bon, on vend pas du rêve. Et le truc, c'est que si tu veux, on peut très bien. Moi, je suis à la fois contre la déconstruction à tout azimut de l'histoire de France et de tout réduire à une poussière d'atome, parce qu'à la fin, c'est un prétexte pour ne plus rien enseigner du tout et plonger les gens dans l'ignorance. Mais on peut très bien faire une histoire de France, et c'est un peu l'idée que je fais avec mes modestes moyens et capacités, en passant même des sujets qui peuvent fâcher, en fait. Je suis pas sûr que ce soit tout à fait un. J'aime beaucoup le Puy du Fou, mais comme par l'attraction. Oh oui, non, il faut le voir comme ça, hein, le Puy du Fou. Voilà, c'est un très voilà, mais faut pas non plus essayer de faire de revenir en arrière, de croire de revenir en arrière qu'on peut revendre une histoire à l'eau de rose. Non, non, il faut faire le fait que voilà comment ça, la politique c'est ça, l'histoire c'est ça, et c'est pas que des choses cool et épiques. C'est Bah, aussi des petits bonhommes. T'as mis ouais, la caricature. Alors c'est une caricature. Alors c'est Gilles, le caricaturiste Et il est plutôt de cette connu, Gilles. période, qui est un peu, qui a croqué Thiers à toutes les sauces. Hein. Vous tapez Thiers caricature, vous allez en avoir 13 à la douzaine. On est cette espèce de nain sarcastique et à l'air mauvais. Et on voit un peu, c'est un peu la caricature que justement l'auteur du livre sur lequel je me suis appuyé a choisi, c'est qu'on le voit avec sa clé, solution, situation, je crois. Situation. Ouais, et en fait, encore lui, toujours lui. Il y a toujours une solution. Bon. C'est sûr. Non, en fait, ils sont pas. Non, beaucoup à la fin. Il avait quand même fâché pas mal de monde et aurait bien aimé s'en débarrasser. Et à la fin, ils ont fini par s'en débarrasser, mais il a quand même imposé sa solution. Sans glamour, mais parce que voilà. En fait, il a le problème parce que j'aurais pu écrire ça, la politique selon Thiers, un professionnel parmi les amateurs. Si tu veux, c'est qu'en fait, si tu veux, c'est parmi ses adversaires, tu as eu un Guizot qui était plus un prof d'université, même s'il a été Premier ministre pendant 8 ans. Il a fait des bonnes choses, hein, Guizot. Hein, c'est une de ses. Il avait pas fait passer une loi sur l'éducation qui avait largement pavé la voie à celle de Ferry. Quand il est face au duc de Broglie, ça c'est des gens qui sont de grands, à l'image un peu des conservateurs des Tories britanniques. Si tu veux, Thiers, c'est un peu le Disraeli de la France. Le mec qui fait de la politique et qui a absolument aucun complexe et aucune espèce d'illusion en fait sur les gens et les choses. Et il ces grands conservateurs, ces grands princes légitimistes, en fait les mecs fondamentalement c'est des gens qui vivent sur leur domaine et pour eux la politique c'est plus ils voient ça comme un service à rendre parce que eux ils n'en ont pas besoin, mais ils ne voient pas ça comme un métier si tu veux. Et un devoir, etc. Mais fondamentalement, voilà, je pense que c'est en fait il a pavé la voie du politicien professionnel, si tu veux. Quel que soit même le choix de carrière, faire métier pour apprendre les bases de la rhétorique, etc. Clémenceau, lui, sera avocat. Et combien aujourd'hui on a d'avocats qui ont jamais plaidé?
et qui ont Ouais. fait des études de droit. Enfin, c'est quand même la base. D'ailleurs, les détracteurs de la Troisième République appelleront ça un régime d'avocats, quoi. Hmm. Si tu veux, fais le compte des politiciens d'aujourd'hui qui sont avocats. On veut juste Marine Le Pen déjà, hein. Elle est avocate. Bah, Sarkozy est avocat. Bon, Ouais, c'est des gens, mais j'aimerais pas c'est être des. mais c'est comme tu l'as dit, être avocat, c'est une bonne voie d'entrée pour la politique parce que tu dois apprendre les lois et c'est toujours plus pertinent de connaître les lois pour ensuite pouvoir en discuter. Ouais. Mais Thiers, en fait, je pense qu'il a, alors, déjà par ses actions et de par son pragmatisme extrême, moi ça me crée de la sympathie pour lui, ce côté pragmatique. Mais c'est justement ça son grand problème, c'est qu'il avait, il n'est pas resté dans l'histoire comme quelqu'un qui avait de grandes idées qu'il n'a pas pu réaliser. Il n'a pas ce côté romantique Non. que peuvent avoir les deux Bonaparte ou d'autres, par exemple. Bah, c'est sûr, mais après, le fait d'avoir flingué des ouvriers pendant de 1832 à 1871, c'est ouais, bon. Après, tu me diras, il faut remettre les choses en contexte. La répression des insurrections, elle est forcément violente. Il y a, il y a tout un, il y a tout parce que les techniques qui permettent de juguler une insurrection de façon en limitant le nombre de morts, elle n'existe pas. Quand une fois que tu sors les sabres, les baïonnettes et les canons, Il n'y a pas encore de gaz lacrymogène CRS. voilà, les matraques. Non, ça va se développer, je crois, à la fin du 19, je sais plus, je l'ai lu quelque part. C'est justement au début du. On va, ouais, c'est ça. Ça a dû se développer vraiment après la Première Guerre mondiale, où on a arrêté en fait d'envoyer l'armée Mm, pour mater des grèves et tout ça. mm. Enfin, je pense avec ça aussi février 34 où justement c'est des policiers, où t'as des gendarmes à cheval, mais c'est le maintien de l'ordre un peu comme on le connaît aujourd'hui, même s'il est plus musclé. Ouais. Et en l'occurrence, forcément, quand tu fais du maintien de l'ordre, et surtout si tu as une insurrection armée, parce que bon, les canuts étaient armés, les gens étaient armés à l'époque. C'était assez facile de se procurer une arme, et tu avais une législation qui était extrêmement laxiste, tout à fait libérale, en l'occurrence, sur la possession et le port d'armes. Hmm. C'était un acquis de la Révolution. Donc forcément, dans ces conditions, l'usage de la force en cas de trouble est tout de suite beaucoup plus violent. Euh, L'idée, c'est que le jeu, c'est qu'il a été ostracisé, alors que fondamentalement, il a jamais été. Il n'aurait pas fait ça s'il n'avait pas le soutien de tout le monde derrière. C'est ça. Et aussi de ce qui a un peu transparu de ses passages au ministère, surtout sur la monarchie juive, c'est que c'est quelqu'un d'ambitieux, qui est pragmatique et froid, mais il a quand même l'air d'avoir l'intérêt de la nation, on va dire, même si c'est peut-être un peu exagéré, mais je pense quand même, l'intérêt de la nation, euh, bah, il porte vraiment un intérêt à l'intérêt de la nation. Oui, il a l'intérêt de la nation, il a toujours été on peut le considérer, c'est même selon la terminologie de gauche, on peut le considérer comme un nationaliste bourgeois pur sucre. Hein. Mmh. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que protection, euh, protectionniste, expansionniste et à l'extérieur et conservateur à l'intérieur, c'est pas tout est assez. Après, il n'était pas réactionnaire au sens, si tu veux, par exemple, il s'est jamais opposé à l'extension de l'instruction publique. Il n'a pas non plus. Il s'est allié au Parti de l'ordre pendant la Seconde République, mais par trouille en fait, la deuxième, pardon. Mais par trouille des troubles ouvriers, surtout qu'il n'avait absolument pas confiance dans les fondateurs de la Deuxième République
qui est considérée comme une bande d'amateurs complètement irresponsables. Tous les j'aime beaucoup Lamartine, mais quand même, c'est des gens qui étaient pas, et d'ailleurs qui portent une lourde responsabilité dans les journées de juillet, parce que ils ont créé une situation qui était devenue inextricable. C'est ça. Après, quand il a vu que ça allait mener à la restauration, à la restauration du Second Empire, il a été assez, il a tenté de s'allier aux Républicains. L'idée, c'est que à propos, oui, une petite chose, et je vais m'arrêter là, sur le Second Empire, il disait à propos outre le fait qu'il avait une détestation et un mépris sans borne pour la personne de Louis-Napoléon, qui est considéré comme un aventurier et un mec pas bien fini, quoi. Sur la personne, sur son problème, c'est qu'il avait une critique de fond sur le bonapartisme, c'est qu'en fait, ils veulent mettre le génie en bouteille. C'est-à-dire que pour lui, qui était aussi historien de l'Empire, puisqu'il a fait son empire sur la consulat et l'Empire, donc forcément centré sur Napoléon, c'est que tout reposait sur le génie de Napoléon et qu'à un moment, le génie a ses limites et quand tu te finis par avoir des fronts qui vont de l'Espagne à la Russie, forcément, ça va craquer quelque part. C'est que le génie de Napoléon l'a mené très loin, mais en idéal, on ne peut pas diriger sur le long terme par le génie. Et très clairement, pour son problème avec le Second Empire, c'est que Napoléon III n'est pas un génie. C'est intelligent, mais oui, effectivement. N'est pas un génie, et c'est surtout que le bonapartisme, c'est que de recréer par des institutions ou des pratiques politiques une sorte de l'équivalent de l'intuition, des intuitions du tonton, ça marche pas. Et quelque part, il avait pas tort, puisque Napoléon lui-même aurait dit qu'il était bien qu'il n'y avait pas de bonapartiste en fait chez les bonapartistes. Il disait, c'était une boutade, il disait moi je suis socialiste, un tel est libéraux, un tel est monarchiste, il n'y a que Morny qui est un membre illégitime qui est un bâtard supposé des bonapartistes, qui est bonapartiste, mais il est fou. Oui, en fait, le truc, c'est que il y a un côté bande de potes, de gens d'intérêt, etc. Mais ça manque. La doctrine politique du bonapartisme, elle est quand même plus que floue, quoi, en fait. C'est ça. Ça repose sur le charisme. Résultat, ça veut dire qu'on fait des politiques de prestige et qu'on touche à certains équilibres sans bien mesurer à quoi ça mène. Et surtout, à la fin, ça cherche sur le champ de bataille un prestige et une légitimité qui est en train de te filer entre les doigts. Sauf que faudrait à un moment faire un truc sur comment s'est passée la guerre de franco-prussienne, mais en fait fondamentalement n'étant ni politique en fait, quand il part sur le champ de bataille, rejoindre son armée, parce que c'est par la Constitution il est le chef des armées. En fait, il cesse d'être. C'est son entourage et surtout sa femme, c'est quelqu'un qu'on ne dira jamais assez de mal, qui prend les rênes du pouvoir, du gouvernement. Donc, il n'est plus chef politique, mais arrivé sur place, c'est les militaires, même les généraux les plus loyaux au régime, poliment le mettent de côté. Donc il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment loyaux, il n'y en a qu'un seul. Mais en fait, concrètement, ils ne peuvent pas ils peuvent pas concrètement lui confier quoi que ce soit. C'est-à-dire prendre des décisions, c'est qu'en fait, à la rigueur, c'est un amateur éclairé. Et encore, très rapidement. Il est là pour motiver. Il est là pour voilà, c'est qu'en fait, fondamentalement, en fait, il sert à rien. Il y a un vide politique, il y a un vide à la tête de l'armée. C'est-à-dire que les chefs militaires chacun vont aller faire à leur sauce sans aucune coordination, ce qui va avoir des effets absolument désastreux face à la machine de guerre prussienne et son état-major, son grand état-major qui est sans équivalent à l'époque.
Ah bah oui. Donc, non, et tout ça, Thiers, si tu veux, par son analyse elle l'avait senti en fait que encore des amateurs quoi. Toujours des abattoirs. Bah voilà, c'est ça, c'est côté amateur et l'idée c'est que avec des idées, des espèces de pensées magiques sur comment diriger un pays, un régime, etc. C'est que c'est le premier à avoir pris en fait Thiers vraiment la politique pour un métier, en tout cas en France. Je te propose de conclure par une phrase, quelque chose, pour toi un moyen de, justement, de résumer toute cette affaire ou de juste mettre un point final sur ce développement sur Thiers. Eh bien, qu'est-ce que je pourrais dire là? Des amateurs, toujours des amateurs, c'était bien aussi. Hein. Voilà, c'est un. Oui, Adolphe Thiers a été un professionnel de la politique quand celle-ci était encore considérée par beaucoup comme un droit naturel, un hobby ou un lobby. Il y en a eu. Il y en avait déjà. Et en fait, ce faisant, il porte sur lui toute la laideur en fait et le côté anti très peu fort peu romantique de l'ère moderne. Ok, ouais, très bien. Merci beaucoup pour cet exposé très intéressant, Sébastien. Merci. Merci à tous les spectateurs et tous ceux qui verront plus tard éventuellement cette rediffusion. Et Sébastien, je te dis à une prochaine fois. À la prochaine. Bonne soirée. Bonne soirée. Dans la dissociété des dysphories contemporaines, il faut garder son esprit critique, s'abonner à la zone libre, suivre ses réseaux et partager. Dans la société des crises, en dissolution, être un zone libre, c'est passer du constat au combat.